Il lui tendit les papiers de divorce avec la même indifférence désinvolte qu'il utilisait pour passer le sel. Après 10 ans de mariage, Gregory Stanton décida que sa femme Catherine était un modèle obsolète, prêt à être échangé pour quelqu'un de plus jeune, plus élégant, sa secrétaire. Il sourit d'un air suffisant, tandis qu'il planifiait sa nouvelle vie financée par le généreux règlement qu'il était sûr d'obtenir. Il voyait Catherine comme une artiste calme et discrète, une femme qu'il avait depuis longtemps dépassée. Ce qu'il oublia, ce qu'il ignora si stupidement, était son nom de famille, Vance. Il avait épousé la fille de Harrison Vance, un homme qui ne jouait pas seulement le jeu de la haute finance. Il possédait tout le plateau. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'un divorce. C'est l'histoire de comment un titan de l'industrie enseigna à son ex-gendre arrogant le vrai sens brutal du mot banqueroute. Le silence dans leur vaste brownstone de l'Upper East Side était devenu une entité vivante. Il respirait dans les espaces entre les réponses brèves d'un mot de Gregory Stanton et les tentatives d'une conversation mourante de Catherine Vance. Depuis 1 an, le silence avait grandi, se nourrissant de dîners manqués, de nuits tardives au bureau et de l'omniprésente odeur griffue d'un parfum qui n'était pas le sien, un gardénia bon marché mais persistant qui s'accrochait au revers de ses costumes brillonnés. Catherine traça le bord de son verre de vin, le rouge profond du merlot, un contraste saisissant avec le marbre blanc stérile de leur îlot de cuisine. C'était leur 10e anniversaire. Ou plus précisément, c'était le 10e anniversaire du jour où ils avaient signé leur certificat de mariage. La célébration, comme leur communication, était inexistante. Greg était en retard encore. Juste en train de conclure une affaire massive. « Kate, tu ne comprendrais pas la pression. » Il avait texté 3 heures plus tôt. La condescendance était une piqûre familière. Dans les premières années, il avait admiré son travail d'architecte en herbe, son œil pour le design durable et les espaces axés sur la communauté. Maintenant, il l'appelait son petit hobby, un passe-temps pittoresque pour une se racle-la-gorge femme qui n'avait pas à se soucier d'une vraie carrière. Il avait oublié que son petit hobby avait remporté la prestigieuse nomination au prix d'architecture Pritzker il y a 5 ans, une réalisation qu'il avait rejetée comme un coup de chance. Sa carrière était bâtie sur la création de fondations, sur la compréhension des murs porteurs et de l'intégrité structurelle requise pour faire durer quelque chose. Elle voyait les fissures dans leur propre fondation avec une clarté douloureuse. Ce n'étaient plus des micro-fissures, c'étaient des fissures béantes menaçant de faire s'effondrer toute la façade. La source du poison avait un nom, Jessica Thorne, son assistante exécutive. Greg l'avait embauchée il y a 1 an, louant son efficacité et son attitude de battante. Catherine l'avait rencontrée une fois lors d'un gala d'entreprise. Jessica était toute en angle vif et un sourire prédateur, ses yeux s'attardant sur Greg un moment trop long. Elle avait appelé Catherine « maman », le mot dégoulinant d'un respect sirupeux fin qui ressemblait plus à une insulte. La preuve avait été un lent, insidieux écoulement. Les textes tard le soir qu'il minimisait comme des questions de travail urgentes. Les relevés de cartes de crédit avec des frais pour des déjeuners dans des bistrots français intimes où Catherine n'était jamais allée. La façon dont il gardait maintenant son téléphone comme si c'était un secret d'État. Catherine n'était pas idiote, mais elle était une romantique, une croyante aux vœux qu'ils avaient prononcés. Elle avait essayé de lui parler, de combler le fossé qui s'était ouvert entre eux, mais c'était comme parler à un mur de briques. Un mur de briques beau et impeccablement habillé. À 22h47, la porte d'entrée s'ouvrit enfin. Greg entra, tirant sur sa cravate de soie, le visage rougi d'une énergie triomphante qui n'avait rien à voir avec le travail. L'odeur de gardénia était plus forte que jamais. « Nous l'avons fait !» annonça-t-il, jetant sa maillette sur un fauteuil en cuir. « Nous avons décroché le contrat du projet Oak Haven. C'est ça, Kate. C'est le gros. Stanton Innovative Design va passer au niveau supérieur. » Il ne mentionna pas leur anniversaire.
Il ne demanda pas où elle avait été ou comment s'était passée sa journée. Il se dirigea directement vers le cabinet d'alcool et se versa une généreuse mesure de Macallan 25. La voix de Catherine était calme, presque un murmure contre l'immensité de la pièce. « Félicitations, Greg. » Il prit une longue gorgée de son scotch, le dos tourné à elle. « Ça change tout. Plus de petits projets. Nous sommes dans la cour des grandes maintenant. » Elle leva enfin les yeux de son vin, son cœur une pierre froide et lourde dans sa poitrine. « Cela nous change-t-il, Greg? » Il se tourna et pour la première fois, elle vit que l'agacement dans ses yeux n'était pas voilé. Il était brut et impatient. « Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis dehors à construire un empire pour nous, et tu me poses des questions cryptiques. »« Je te demande si tu es heureux, » dit-elle, sa voix gagnant un filet de force. « Si nous sommes heureux. » Il laissa échapper un rire court et amer. « Le bonheur est un luxe, Kate. Le succès est une nécessité. Je pensais que toi, de toutes les personnes, comprendrais ça. Ton père le fait certainement. » La mention de son père, Harrison Vance, était un coup délibéré. Greg avait toujours eu une relation compliquée avec l'immense richesse et le pouvoir de son beau-père. Il était à la fois désespéré d'obtenir son approbation et irrité par son ombre. Harrison Vance était un léviathan corporatif, le président de Vance Global Holdings, un conglomérat avec des intérêts dans tout, de la logistique à la biotechnologie. C'était un nom qui faisait trembler les marchés. Pour Greg, Harrison était la référence ultime du succès, une référence qu'il était pathologiquement poussé à atteindre à ses propres conditions. « Mon père n'a rien à voir avec ça, » dit Catherine d'une voix ferme. « C'est à propos de toi et moi. C'est à propos de ton assistante. » Le nom resta suspendu dans l'air entre eux, non dit mais assourdissant. Le visage de Greg se durcit, son masque affable s'effondrant pour révéler l'ambition froide et dure en dessous. Il posa son verre avec un claquement sec. « Tu as raison, dit-il, sa voix dépourvue de toute chaleur. C'est à propos de toi et moi, et c'est fini. » Les mots la frappèrent avec la force d'un coup physique. Elle sentit l'air quitter ses poumons. « Quoi? »« C'est fini, Catherine, » répéta-t-il, marchant vers le grand escalier, déjà mentalement passé à autre chose. « Je veux un divorce. Je voulais te le dire et j'attendais que l'affaire Oak Haven se clôture. Ça simplifie les choses. Simplifie les choses. 10 ans de vie, d'amour et de rêves partagés réduits à une question de timing pratique. Tu me quittes pour elle. » La question était un murmure étranglé. Greg s'arrêta, sa main sur la rampe. Il n'eut même pas la décence de le nier. « Jessica me comprend. Elle comprend mon ambition. Elle ne se contente pas de rester sur la touche et de dessiner des bâtiments pour des organisations à but non lucratif. Elle veut être dans l'arène. » Il regarda Catherine et son expression était celle de la pitié. C'était la chose la plus insultante qu'il aurait pu faire. « Nous nous sommes juste éloignés, Kate. Ça arrive. Les gens changent. » Catherine resta figée, son verre de vin serré dans sa main. Le silence avec lequel elle avait vécu pendant 1 an éclata soudain en un rugissement assourdissant dans ses oreilles. Ils la jetaient, ils jetaient leur vie ensemble pour une liaison bon marché et un contrat plus important. Il continua de monter les escaliers, ses pas résonnant dans l'espace caverneux. « Mon avocat contactera le tien demain, » cria-t-il. « Essayons d'être civilisés à ce sujet. Je serai généreux, bien sûr, pour le bon vieux temps. » Alors qu'ils disparaissaient dans leur chambre, la pièce qu'ils avaient partagée pendant une décennie pour faire sa valise, Catherine abaissa lentement sa main. Elle regarda le vin cher, le marbre poli, l'éclairage conçu par l'architecte qui jetait une lueur chaude sur l'espace froid et vide. Ce n'était plus une maison. C'était un monument à un mensonge. Une seule larme traça un chemin sur sa joue. Il pensait qu'il était en contrôle. Il pensait que c'était lui qui faisait tous les mouvements, dictant les termes de leur séparation. Il la croyait une artiste calme et douce qu'il pouvait facilement écarter. Il avait oublié qu'une fondation, lorsqu'elle est attaquée, s'appuie sur son soubassement.
Et son soubassement était un homme nommé Harrison Vance et Miman. Dans son arrogance, Gregory Stanton n'avait pas seulement mis fin à un mariage. Il avait déclaré la guerre à un empire. La réunion eut lieu dans une salle de conférence au mur de verre, au 50e étage d'un gratte-ciel de Midtown, le bureau de l'avocat de divorce de Greg, un requin nommé Alistair Finch. La vue sur Central Park était à couper le souffle, une mer de verre et d'or sous le soleil d'automne. Mais Catherine n'en vit rien. Son monde s'était réduit à la table en acajou poli et au visage suffisant des deux hommes assis en face d'elle et de son avocat, un homme calme et méthodique nommé Robert Abernathy. Abernathy était l'homme de son père, dépêché le matin après l'appel tardif et en larmes de Catherine à Harrison. Il avait la fin de la soixantaine, un esprit aussi affûté qu'un éclat de verre et une loyauté absolue envers la famille Vance. Il avait examiné le contrat de mariage qu'elle et Greg avaient signé une décennie plus tôt, un document en acier rédigé par son propre cabinet. Les demandes de M. Stanton sont audacieuses, lui avait dit Abernathy ce matin-là, son ton sec comme de la poussière. Il semble opérer sous une grave erreur d'appréciation de sa position légale. Maintenant assise en face de cette erreur d'appréciation en chair et en os, Catherine comprit. Greg rayonnait d'une confiance qui frôlait la mégalomanie. Fraîchement sorti de son affaire Oak Haven, il se voyait comme un tatting intouchable de l'industrie. Un homme fait par lui-même qui avait gagné sa place à la table. Alors, passons aux choses sérieuses, commença Finch, faisant glisser un dossier relié en cuir sur la table. Gregory a été plus que raisonnable dans sa proposition. Dans l'intérêt d'une résolution rapide et à l'amiable, il ne cherche aucune réclamation sur la fiducie personnelle de Catherine, qui, comme nous le savons tous, est substantielle. Il fit une pause comme s'il attendait de la gratitude. Abernathy se contenta de le fixer, son expression illisible. Finch s'éclaircit la gorge et continua. Gregory conservera bien sûr le brownstone. Il le considère comme l'actif principal du mariage, un reflet de son succès. Il demande également 50% de tous les actifs liquides accumulés pendant le mariage, ce qui inclut le portefeuille d'investissement conjoint avec Morgan Stanley. Et enfin, un paiement de pension alimentaire unique de 5 millions de dollars pour compenser le stress émotionnel et les sacrifices de carrière qu'il a fait pour soutenir les efforts artistiques de Catherine. Catherine sentit une bulle de rire hystérique monter dans sa gorge. Sacrifice de carrière. Il avait ouvertement rayé son travail pendant des années. Il voulait la maison qu'elle avait personnellement redessinée et rénovée, y mettant son cœur et son âme dans chaque détail. Il voulait 5 millions de dollars pour le stress émotionnel de l'avoir trompée avec sa secrétaire. Avant qu'elle ne puisse parler, Abernathy leva une main, un petit geste subtil. « Monsieur Finch, Monsieur Stanton, » commença-t-il, sa voix égale et calme. « Soyons parfaitement clairs. Le contrat de mariage signé par les deux parties le 12 juin 2015 est sans équivoque. En cas de dissolution du mariage pour cause d'infidélité, la partie en faute renonce à toutes ses prétentions sur les biens communs et n'a droit à aucune pension alimentaire, quelle qu'elle soit. » Greg ricana, se penchant en arrière dans sa chaise avec un soupir théâtral. « Oh allez, cette clause d'infidélité est archaïque. Elle ne tiendra jamais en cours. Qui est à blâmer? Les mariages sont compliqués. »« Le sont-ils? » demanda Abernathy, ses yeux se fixant sur ceux de Greg. « Parce que j'ai ici un affidavit sous semaine du concierge de Mandarin Oriental, détaillant les rencontres hebdomadaires de M. Stanton avec une mademoiselle Jessica Thorne depuis 8 mois. J'ai des reçus de Tiffany & Co. pour un collier de diamants non acheté pour ma cliente. J'ai aussi un rapport de criminalistique numérique du ordinateur portable personnel de M. Stanton, celui enregistré comme un bien matrimonial commun qui contient un dossier plutôt extensif de sa correspondance. Voudriez-vous que je le lise? » Le sourire confiant de Greg vacilla. Une lueur de panique traversa ses yeux avant qu'il ne la masque par la colère. « C'est une invasion de la vie privée. Vous ne pouvez pas utiliser ça. »
Nous le pouvons et nous le ferons, déclara Abernathy d'un ton plat. L'ordinateur portable a été acheté avec des fonds d'un compte Juan, ce qui en fait un bien matrimonial. La preuve est admissible et elle est accablante. Finch, l'avocat cher, se déplaça inconfortablement. Il ne s'attendait pas à ce niveau de préparation. Il s'attendait à une femme en larmes, le cœur brisé, prête à payer n'importe quel prix pour faire disparaître la douleur. Il ne s'attendait pas au bras légal de Vance Global Holdings. Maintenant, continua Abernathy, faisant glisser une seule feuille de papier sur la table. Ceci est notre contre-offre. C'est aussi notre offre finale. Catherine conservera le brownstone et tout son contenu. Elle conservera 100% du portefeuille d'investissement commun. M. Stanton quittera les lieux dans les 48 heures. Il sera autorisé à prendre ses effets personnels qui seront emballés pour lui sous surveillance. Il n'y aura pas de pension alimentaire. En échange de son acceptation immédiate et inconditionnelle de ces termes, Catherine acceptera un accord de non-divulgation concernant les circonstances du divorce. Il se pencha légèrement en avant, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. J'imagine que le conseil d'administration du Oak Haven Development Group, un groupe notoirement conservateur, pourrait avoir une mauvaise opinion du caractère moral de leur nouveau partenaire si certains détails devaient être divulgués à la presse. Risque de réputation, je crois qu'ils appellent ça. La menace était claire, froide et absolument terrifiante. Le visage de Greg passa de pâle à un rouge furieux et marbré. Il était pris au piège, déjoué à chaque tour. Il regarda Catherine, s'attendant à voir le triomphe dans ses yeux, mais tout ce qu'il trouva fut une profonde tristesse. C'était l'homme qu'elle avait aimé, réduit à un étranger mesquin et cupide. C'est à cause de lui, n'est-ce pas? Greg cracha sa voix, tremblante de rage. C'est ton père. Tu es allé pleurer auprès de papa et il a envoyé son pitbull pour nettoyer ton désordre. Tu ne peux rien faire toute seule. N'est-ce pas, Kate? L'insulte destinée à la blesser n'eut qu'un faible impact. Elle avait passé une décennie à essayer de prouver qu'elle était plus que la fille de Harrison Vance. Elle avait bâti une carrière, une maison, se racle la gorge vie, tout cela pour tenter de se tenir debout sur ses propres jambes. Et à la fin, quand l'homme à qui elle avait donné cette vie essaya de tout détruire, ce fut le pouvoir de son père qui fut son bouclier. L'ironie ne lui échappa pas. « Signe le papier, Greg, dit-elle, sa voix trouvant une force qu'elle ne savait pas posséder. C'est fini. Juste signe et pars. » Ses yeux passèrent de Catherine à Abernathy et à son propre avocat, qui fit un signe de tête presque imperceptible. Finch savait qu'ils étaient battus. Se battre inviterait l'humiliation publique et la ruine professionnelle pour son client. D'une main qui tremblait de fureur, Greg arracha un stylo et griffonna sa signature sur le document. Il jeta le stylo sur la table, le bruit résonnant dans la pièce silencieuse. Il se leva de sa chaise, le grincement fort contre le sol. Il pointa un doigt vers Catherine pour aviser. « Tu le regretteras, siffla-t-il. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de l'argent de ton père. J'ai l'affaire Oak Haven. Je gagne toujours. Toi et ton père. Vous verrez. » Il sortit en trombe de la pièce, Finch le suivant à la hâte. La porte se referma et Catherine laissa enfin échapper le souffle qu'elle retenait. Elle ne ressentait aucune victoire, seulement une douleur creuse. La rupture était complète. Les liens légaux étaient coupés. Mais alors que les derniers mots arrogants de Greg restaient en suspens, elle savait que c'était loin d'être fini. Il ne comprenait pas. Il pensait que c'était une question de règlement de divorce. Il ne pouvait pas saisir qu'il n'avait pas seulement insulté Catherine Vance, l'architecte. Il avait profondément insulté Catherine Vance, la fille bien-aimée de Harrison Vance. Et pour un homme comme Harrison, certaines insultes étaient des dettes qui ne pouvaient être remboursées intégralement qu'avec des intérêts dévastateurs.
Le bureau de Harrison Vance au 4e étage du Vance Global Building était un témoignage de sa philosophie. Le pouvoir est silencieux. Il n'y avait pas d'étalage ostentatoire de richesse. Les murs étaient lambrissés d'acajou foncé non poli. Le mobilier était minimaliste. Une collection de pièces d'Eames et de Le Corbusier qui privilégiait la forme et la fonction plutôt que le clinquant. Le seul art était une seule et massive peinture de Mark Rothko. Ses couleurs profondes et sombres semblaient absorber tout le son de la pièce. La vue, un panorama de la skyline de Manhattan, était la seule vraie décoration, un rappel constant du monde qu'il dominait. Harrison lui-même ressemblait beaucoup à son bureau. À 72 ans, il était svelte et impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait plus que la plupart des voitures. Ses cheveux étaient une masse d'argent parfaitement coiffée et ses yeux, d'un bleu perçant, ne manquaient rien. Il se déplaçait avec une grâce délibérée et décontractée qui démentait la vitesse féroce à laquelle son esprit travaillait. C'était un prédateur qui n'avait pas besoin de rugir. Sa seule présence suffisait à faire taire une pièce. Il avait écouté l'appel initial de Catherine 2 jours plus tôt, avec un calme qui aurait déconcerté quiconque ne se racle la gorge, le connaissait pas. Il n'interrompit pas. Il n'offrit pas de platitude. Il absorba simplement les détails de la douleur de sa fille et de la trahison de Gregory Stanton. Quand elle eut fini, sa voix épaisse de larmes, il n'avait dit que 4 mots. « Je m'en occupe ». Maintenant, il était assis derrière son vaste bureau, ne regardant pas la ville, mais une seule tablette affichant un organigramme complexe. Robert Abernathy était assis en face de lui, ayant, se racle la gorge, est venu directement de la réunion avec Greg et son avocat. Il a signé, rapporta Abernathy sa voix neutre. Il était belliqueux, mais il a signé. Il sera parti du Brownstone d'ici vendredi. Harrison hocha lentement la tête, son regard toujours fixé sur la tablette. Ces derniers mots. Arrogant, il croit que l'affaire Oak Haven le rend invincible. Il s'attribue le mérite d'avoir bâti son entreprise à partir de rien et a déclaré qu'il n'avait pas besoin de Catherine ou de l'argent de sa famille. Un rare sourire froid toucha les lèvres de Harrison. Il n'atteignit pas ses yeux. À partir de rien, c'est une interprétation plutôt créative de l'histoire. Il tapota l'écran de sa tablette. J'ai demandé à mes analystes de chez Kroll de faire une plongée profonde sur Stanton Innovative Designs. Une lecture fascinante. Il fit pivoter la tablette pour qu'Abernathy puisse voir. C'était une histoire détaillée de la compagnie de Greg depuis sa création. Fonds de démarrage, dit Harrison, pointant la première entrée. 500 000 $. Les dossiers officiels le listent comme un héritage d'une tante éloignée. En réalité, c'était un virement bancaire anonyme d'une filiale d'un Vance Global Trust, un cadeau de mariage que j'ai fait à Catherine, qu'elle a ensuite prêté à son nouveau mari ambitieux, afin qu'il puisse avoir l'impression de construire quelque chose lui-même. Il tapota à nouveau l'écran. Son premier contrat majeur, un hôtel-boutique à Soho. Le promoteur, un monsieur Peterson, était remarquablement accommodant sur ses conditions. Coïncidence, la firme de construction de monsieur Peterson avait un prêt de 40 millions de dollars avec Gibraltar Financial, une banque où Vance Global détient une participation de 19%. Un mot discret de ma part au président de la banque a assuré que M. Peterson était réceptif au nouvel architecte prometteur. Il continua la liste. Une variante de zonage qui fut mystérieusement approuvée. Un fournisseur clé qui accorda une généreuse ligne de crédit quand personne d'autre ne le ferait. Une histoire négative dans le post sur un concurrent qui fut tué à la dernière minute. Chaque étape de l'ascension de Greg avait été tranquillement, invisiblement pavée par l'influence de Harrison Vance. Greg avait été si aveuglé par sa propre ambition qu'il avait confondu une rampe de lancement soigneusement construite avec son propre talent inné. Il croit qu'il a bâti son empire, murmura Harrison, plus pour lui-même que pour Abernathy. Il n'a aucune idée qu'il n'était qu'un locataire dans un bâtiment que je possédais depuis le début. Il est temps d'émettre un avis d'expulsion.
Abernathy observa son patron, un homme qu'il avait servi pendant 40 ans. Il l'avait vu démanteler des corporations, orchestrer des OPA hostiles et écraser des concurrents avec une précision chirurgicale. Mais c'était différent. Il y avait un courant de fureur personnelle sous le calme glacial. C'était pour Catherine. « Quelles sont vos instructions? » demanda Abernathy. Le regard de Harrison se leva enfin de la tablette et toute la force glaçante de son attention se fixa sur son avocat. Le groupe de développement Oak Haven. Leur financement pour ce projet est un syndicat complexe de prêteurs. Trouvez la cheville ouvrière. Le prêteur dont le retrait entraînerait une cascade de confiance. Par leur position, nous deviendrons leur créancier principal. Compris, monsieur. Et les autres lignes de crédit de Stanton? Stanton Innovative Designs est endetté jusqu'au cou, dit Harrison, sa voix baissant. Il a utilisé les revenus projetés de l'accord Oak Haven pour garantir un prêt d'expansion massif de Gibraltar Financial, la même banque avec laquelle nous l'avons aidé il y a des années. J'ai eu une conversation avec le président Reynolds ce matin, une discussion très agréable. Nous avons parlé de gestion des risques. J'ai exprimé mon inquiétude concernant la surexposition au secteur volatile de l'immobilier commercial. Gibraltar va rappeler son prêt, citant une clause de changement défavorable significatif. Le montant total sera dû dans 30 jours. 30 jours. C'était une sentence de mort pour une entreprise comme celle de Greg. Ses fournisseurs, fit Abernathy, la plupart de ces contrats matériels sont avec des filiales du Allstate Materials Group. Comme vous le savez, notre fonds de pension est leur plus grand investisseur institutionnel. Ils seront informés qu'en raison d'un examen stratégique, toutes les conditions de crédit avec Stanton Innovative Designs sont révoquées. Le paiement sera exigé à l'avance pour toutes les commandes futures immédiatement. La stratégie était brutalement élégante. Ce n'était pas un assaut frontal. C'était une strangulation systémique. Harrison n'allait pas seulement faire tomber Greg. Il allait démanteler tout l'écosystème qui le soutenait pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que l'air. « Et Miss Thorne? » demanda Abernathy. Harrison fit un geste de la main dédaigneux. « La secrétaire. Elle est un symptôme, pas la maladie. Elle est attirée par le pouvoir et l'argent. Quand ceux-ci auront disparu, elle s'évanouira comme la brume matinale. Elle est en dessous de mon attention. » Son attention était entièrement sur Greg. L'arrogance du garçon est son défaut fatal. Il a volé près du soleil, croyant avoir construit ses propres ailes. Il est sur le point de découvrir qu'elles étaient faites de plumes empruntées. Et je rappelle le prêt. Il se leva et marcha vers la vaste fenêtre, joignant ses mains derrière son dos, en regardant la ville en contrebas. Il ne la voyait pas comme une collection de bâtiments et de personnes, mais comme un réseau complexe de pouvoir, d'influence et de dettes, un système qu'il savait manipuler mieux que quiconque. « Il a fait du mal à ma fille, Robert, » dit Harrison, sa voix, un grognement bas et dangereux. « Il a pris son amour et sa loyauté, et il les a traités comme des biens jetables. Il pensait que le nom de ma famille était un outil qu'il pouvait utiliser. Il est sur le point d'apprendre que cela peut aussi être une arme d'un poids inimaginable. » En contrebas, quelque part dans cette jungle de béton, Gregory Stanton célébrait probablement, trinquant à sa liberté et à son brillant avenir avec sa maîtresse. Il ignorait béatement qu'un prédateur silencieux et patient perché en hauteur au-dessus de la ville venait de le marquer comme proie. La chasse avait commencé. La première secousse frappa un mardi. Greg était en réunion avec son équipe de design senior, traçant les phases initiales du projet Oak Haven. Il était au sommet du monde. Le divorce était un inconvénient mineur, une note de boss de page dans sa grande ascension. Il avait Jessica à ses côtés. Il l'avait même promue directrice des opérations, un titre qui venait avec un bureau d'angle et un salaire faramineux. Il se sentait libéré, puissant et inarrêtable. Puis son téléphone vibra. C'était son directeur financier, un homme perpétuellement nerveux nommé David Chen. « Tu dois voir ça, » dit David,
sa voix tendue d'anxiété. Maintenant, Greg s'excusa de la réunion et se dirigea vers le bureau de David. Sur l'écran se trouvait un email de Oak Haven Development Group. C'était un avis formel concis, citant des changements imprévus dans leur structure de financement. Ils mettaient le projet en attente indéfinie. « Qu'est-ce que ça veut dire? » demanda Greg. « Nous avons un contrat. »« Cela signifie qu'ils se retirent, » dit David, le visage pâle. « Le contrat a une clause de résiliation, article 7b. Si leur financement principal est retiré, ils peuvent dissoudre l'accord avec une pénalité. La pénalité est une fraction de la valeur du projet. » Greg sentit un frisson de peur froide. Leur financement était solide. C'était avec un consortium dirigé par la Deutsche Bank. « David, es-tu stressé? » Selon ma source, une société de capital investissement, Blackwood Capital, a racheté la position de la Deutsche Bank la semaine dernière. Ils ont ensuite déclaré les termes du prêt inacceptables et ont retiré le financement. Le consortium entier s'est effondré. Blackwood Capital. Greg fronça les sourcils. Je n'en ai jamais entendu parler. Ils sont nouveaux, mais ils sont agressifs. La rumeur dit qu'ils sont une façade pour un acteur beaucoup plus grand. Un acteur plus grand? Les mots résonnèrent de manière sinistre dans l'esprit de Greg. Il passa le reste de la journée au téléphone, hurlant sur des avocats et des contacts à Oak Haven, mais c'était comme frapper un fantôme. La décision était finale. L'accord qui devait faire de lui une légende était parti. Le lendemain, la deuxième secousse frappa. Ce fut un appel de Mark Reynolds, le président de Gibraltar Financial. Greg avait joué au golf avec lui. Il le considérait comme un ami. « Greg, mon garçon, terrible nouvelle, » dit Reynolds, sa voix suintant une sympathie forcée et insincère. Le conseil a eu une réunion d'évaluation des risques. Étant donné l'effondrement de l'affaire Oak Haven, nous constatons un changement défavorable significatif dans les perspectives financières de votre entreprise. Nous devons rappeler le prêt d'expansion de 20 millions de dollars. Conformément à l'engagement, il est dû dans 30 jours. Le téléphone était glissant dans la paume moite de Greg. 30 jours? Mark, tu ne peux pas être sérieux. C'est impossible. Mes mains sont liées. Greg, le conseil est effrayé. Tu sais comment ça se passe. Greg ne savait pas comment ça se passait. Il n'avait jamais été de ce côté de l'appel téléphonique auparavant. Il avait toujours été celui en faveur, celui dont les risques étaient assurés. Maintenant, soudain, il était une responsabilité. Les secousses devenaient un tremblement de terre. Il appela ses fournisseurs du Allstate Materials Group pour organiser l'acier et le béton pour un projet plus petit en cours. Le responsable des achats, un homme qui l'avait cajolé pendant des années, fut soudain froid et formel. « Je suis désolé, Monsieur Stanton. Notre politique d'entreprise a changé. Toutes les commandes futures avec votre entreprise exigeront un paiement de 100% à l'avance par virement bancaire avant que nous puissions les traiter. »« À l'avance? Nous avons une ligne de crédit net de 60 jours avec vous, » rugit Greg. « Cette ligne de crédit a été suspendue avec effet immédiat. Je suis désolé. C'est une décision de la direction. » La panique froide et vive commença à lui griffer la gorge. Ce n'était pas de la malchance. Ce n'était pas un ralentissement du marché. C'était une attaque coordonnée. Un par un, les piliers qui soutenaient son entreprise étaient mis à terre sous lui. L'affaire Oak Haven, son financement bancaire, sa chaîne d'approvisionnement, tout avait disparu en 48 heures. Il se retira dans son bureau, le grand espace qu'il avait conçu comme un monument à son propre succès. Il ressemblait maintenant à une tombe. Jessica entra, son assurance habituelle remplacée par une énergie nerveuse. « Greg, qu'est-ce qui se passe? » demanda-t-elle, sa voix aiguë. « Ma nouvelle entreprise, Amex, vient d'être refusée. Les comptes de l'entreprise sont gelés. »« C'est un problème temporaire de flux de trésorerie, » claqua-t-il, passant ses mains dans ses cheveux. « Je m'en occupe. » Mais il ne s'en occupait pas. Il se noyait. Il passa la semaine suivante à appeler frénétiquement toutes les institutions financières
et les investisseurs privés qu'il connaissait, essayant d'obtenir un prêt relais pour rembourser Gibraltar. La réponse était toujours la même. Un non poli mais ferme. C'était comme si une note de service avait été envoyée à travers Wall Street. Gregory Stanton est un poison. Son réseau soigneusement cultivé d'amis et de contacts s'évapora. Les appels restèrent sans réponse. Les invitations à déjeuner furent poliment déclinées. Les hommes qui lui avaient tapé dans le dos et l'avaient appelé génie une semaine auparavant le regardaient sans le voir lors des événements de l'industrie. Le soutien de Jessica commença à se transformer en ressentiment. Les verres et shopping s'arrêtèrent. Les dîners somptueux furent remplacés par des soirées tendues à manger des plats à emporter dans le brownstone à moitié vide. Les affaires de Catherine avaient disparu, emballées et retirées avec une efficacité impitoyable, laissant des espaces stériles et vides qui le narguaient. « Tu m'as promis que nous irions au sommet, Greg, » dit Jessica un soir, sa voix vibrante d'accusation, alors qu'elle regardait une facture impayée pour sa nouvelle Mercedes. « Oh, ça ne ressemble pas au sommet. Ça ressemble à un navire en train de couler. »« J'ai juste besoin de plus de temps, » insista-t-il, son désespoir palpable. « Quelqu'un me fait ça, man. C'est une attaque ciblée. »« Qui ferait ça? » Elle riconna. « Tu n'es pas si important, Greg. » Mais alors qu'elle le disait, une pensée glaçante, un souvenir refit surface dans l'esprit de Greg. Il se souvint des yeux calmes et froids d'Abernathy dans la salle de conférence. Il se souvint de la tristesse tranquille de Catherine, et il se souvint de sa propre phrase arrogante de départ. « Toi et ton père, vous verrez. » Il avait pensé que c'était une menace qu'il leur faisait. Et si c'était une prophétie sur lui-même? Il trébucha vers son bureau et ouvrit un terminal d'information financière. Il tapa Blackwood Capital, la mystérieuse firme qui avait torpillé son affaire. Il n'y avait pas beaucoup d'informations, juste une adresse enregistrée dans le Delaware et une liste de partenaires gérants qu'il ne reconnaissait pas. Il commença à recouper les noms des partenaires. L'un d'eux, un Jonas E. Riley, avait auparavant siégé au conseil d'administration d'une entreprise de biotechnologie. Il creusa plus profondément. Cette entreprise de biotechnologie avait été acquise il y a 3 ans par Vance Global Holdings. Le sang lui quitta le visage. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une signature. Il chercha ensuite les plus grands investisseurs du groupe Allstate Materials. En tête de liste se trouvait le fonds de pension des employés de Vance Global. Enfin, il consulta le conseil d'administration de Gibraltar Financial. 3 des 12 membres avaient des liens directs avec des entreprises au sein de l'Empire Vance Global. Tout était lié. Harrison Vance. Ce n'était pas une déclaration de guerre bruyante et colérique, c'était une exécution silencieuse et systématique. Harrison n'était pas venu à lui avec une épée. Il avait simplement passé quelques appels téléphoniques discrets, tiré quelques leviers invisibles et réorganisé la réalité de Greg. Il avait coupé l'oxygène et attendait maintenant simplement qu'il suffoque. Greg fixa l'écran, le réseau complexe de connexions épelant sa perdition. Son entreprise n'était pas un château de cartes parce qu'elle était faible. C'était un château de cartes parce que Harrison Vance possédait la table sur laquelle elle était construite depuis le début. Et maintenant, il la déblayait simplement et tranquillement. Les 30 derniers jours de la vie professionnelle de Gregory Stanton furent un cours magistral de torture psychologique. Chaque matin apportait un nouvel enfer. Des employés précieux, sentant le sang dans l'eau, commencèrent à présenter leur démission. Des sous-traitants déposèrent des privilèges sur ces projets pour non-paiement. L'IRS envoya un avis d'audit imminent. L'édifice de son succès ne se fissurait pas seulement. Il était pulvérisé en poussière et il était piégé à l'intérieur. Il devint un fantôme hantant les couloirs de sa propre entreprise. Il cessa de dormir, alimenté par un cocktail toxique de caféine et de terreur. Il perdit du poids, ses costumes coûteux pendant lâchement sur sa silhouette émaciée. L'homme charismatique et confiant, qui avait charmé les clients et séduit sa secrétaire, avait disparu, remplacé par une épave paranoïaque aux yeux creux. Jessica, prévisiblement,
fut la première souris à quitter le navire en perdition. Elle fit ses valises un après-midi alors qu'il essayait désespérément de renégocier les conditions avec un fournisseur de béton furieux. Il revint à son bureau pour le trouver vide, à l'exception d'une seule feuille de papier sur le bureau. C'était sa démission. Pas d'adieu, pas d'explication. Elle avait juste disparu, un autre fantôme dans son monde en rapide effondrement. Il apprit plus tard qu'elle avait pris un emploi chez son plus grand concurrent, sans doute utilisant les informations propriétaires qu'elle avait glanées de lui comme prime à la signature. Le jour du jugement arriva avec une bruine froide et grise qui reflétait l'état de l'âme de Greg. C'était la date limite pour le remboursement du prêt de Gibraltar Financial. Il était assis dans son bureau, fixant un solde bancaire inférieur à son hypothèque mensuelle, quand son assistante temporaire, la seule qu'il pouvait se permettre, lui annonça qu'un M. Abernathy était là pour le voir. Le cœur de Greg martelait sa poitrine. Il sentit une vague de rage pure et impuissante. Il ajusta sa cravate, lissa ses cheveux et se dirigea vers la zone de réception, déterminé à affronter son bourreau avec une certaine dignité. Robert Abernathy se tenait près de la fenêtre, regardant la ville striée de pluie. Il était la même figure calme et inébranlable que lors de la réunion de divorce. Il se tourna à l'approche de Greg, son expression neutre. « Monsieur Stanton, dit-il, sa voix polie, merci de m'avoir reçu. »« Qu'est-ce que vous voulez ?» grogna Greg. « Êtes-vous venu danser sur la tombe ?»« Pas du tout, » répondit Abernathy avec douceur. « Je suis ici au nom d'un client qui a récemment acquis votre dette auprès de Gibraltar Financial. Comme vous avez fait défaut sur le paiement, mon client est maintenant le principal créancier sur tous les actifs de Stanton Innovative Designs, y compris sa propriété intellectuelle, ses contrats en cours et toutes ses propriétés physiques. » Greg le regarda, incompréhensif. « Votre client? Qui? » « Il semble que votre entreprise soit officiellement en faillite, » continua Abernathy, ignorant la question. « Un triste jour. Cependant, mon client a vu une opportunité. Ils ont acheté l'entreprise en bloc des administrateurs pour des bouchées de pain, je pourrais ajouter. » La rage dans la poitrine de Greg fut remplacée par une appréhension glaciale rampante. « Qui a acheté mon entreprise? » murmura-t-il. Abernathy se permit un petit sourire mince. Le nouveau propriétaire a jugé important de superviser la transition personnellement. Elle vous attend dans votre ancien bureau. Elle, le mot resta suspendu dans l'air. Soudain, Greg ne sentit plus ses jambes. Il trébucha devant Abernathy, son esprit refusant de traiter l'implication. Il ouvrit la porte de son bureau, la pièce qui avait été le centre de son univers. Et elle était là. Catherine Vance se tenait près de son bureau, ne le regardant pas, mais les plans du projet Oak Haven, qui étaient toujours punaisés au mur. Elle n'était pas la femme au cœur brisé et aux larmes qui coulaient qu'il avait laissé derrière lui. Elle était vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine sur mesure, ses cheveux tirés en un style élégant et professionnel. Elle rayonnait une confiance tranquille et une autorité qu'il n'avait jamais vues en elle auparavant. Elle avait l'air puissante, elle ressemblait à son père. Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux calmes et clairs. Il n'y avait pas de haine en eux, pas de colère, juste une évaluation froide et impassible qui était d'une certaine manière plus terrifiante que n'importe quelle rage. « Bonjour, Greg, » dit-elle, sa voix égale. « Kate, qu'est-ce que c'est? »« Qu'as-tu fait? » balbutia-t-il. « Moi? » Elle haussa un sourcil. « Je n'ai rien fait, j'étais occupé. J'ai fondé ma propre entreprise. Elle s'appelle Foundations. Nous nous concentrons sur le renouvellement urbain durable. C'est très gratifiant. » Elle fit un geste autour du bureau. « Ceci, cependant, est l'œuvre de mon père. Un petit projet annexe de sa part. Il peut être très sentimental envers la famille. » Greg s'enfonça dans l'une des chaises visiteurs, le combat le quittant enfin complètement. « Il m'a ruiné. »« Non, » dit Catherine, sa voix ferme.
Tu t'es ruiné toi-même, Greg. Mon père a juste retiré les filets de sécurité que tu n'as jamais su que tu avais. Il a enlevé les avantages invisibles, les prêts favorables, les fournisseurs amicaux. Il t'a fait te tenir sur tes propres pieds et tu t'es juste effondré. Il s'avère que l'empire que tu as construit n'était rien de plus qu'une fantaisie subventionnée. Elle se dirigea vers le mur et commença calmement à décrocher les plans d'Oakhaven, les enroulant avec une facilité exercée. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire de l'entreprise? Demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Nous la dissolvons, dit-elle simplement. Nous vendrons les actifs physiques, les ordinateurs, les meubles. Le nom Stanton Innovative Designs cessera d'exister. Ces contrats seront absorbés par d'autres entreprises plus stables. Ce sera comme si elles n'avaient jamais été. C'était la gomme ultime. Pas seulement d'une faillite, mais une annihilation complète et totale. Son nom, son héritage, tout avait disparu. Pourquoi, Kate? Il plaida, une pointe pathétique dans sa voix. Pourquoi aller si loin? Elle le regarda enfin, et pour la première fois, il vit un aperçu de la femme qu'il avait épousée, un éclair de la douleur qu'il lui avait causée. Tu m'as demandé une fois ce que valait mon petit hobby, dit-elle, sa voix dangereusement calme. Tu as rejeté mon travail, ma passion, mon identité même comme quelque chose de pittoresque et d'insignifiant. Tu as construit ton monde entier sur l'idée que tu étais le succès et que j'étais l'accessoire. Elle fit une pause, laissant les mots s'enfoncer. Mon père a fait ça parce que tu as blessé sa fille. Mais je suis ici, Greg, pour te montrer le résultat, pour te faire comprendre. C'est mon jugement. C'est ce qui arrive quand tu prends la gentillesse pour de la faiblesse. C'est ce qui arrive quand tu essayes de démolir une femme qui sait construire des choses qui durent. Elle glissa les plans, enroulés sous son bras, et se dirigea vers la porte, s'arrêtant à côté de sa chaise. Abernathy va vous raccompagner, dit-elle, pas méchamment, mais avec une finalité absolue. Les gardes de sécurité ont une boîte avec vos effets personnels du bureau. Au revoir, Greg. Et sur ce, elle était partie. Greg resta assis là, un homme brisé dans les ruines de sa vie, écoutant le bruit des talons de Catherine Vance claquer dans le couloir. Le son d'elle s'éloignant, pas seulement de lui, mais vers son propre avenir. Un avenir qu'elle construisait maintenant sur les cendres du sien. Le jugement était complet. Alors que le monde de Gregory Stanton implosait, Catherine Vance en construisait méticuleusement un nouveau. Les premières semaines après le divorce furent un flou de chagrin et de désorientation. Elle errait dans les pièces vides du brownstone. Chaque espace un dépositaire de souvenirs maintenant souillé par la trahison. Pendant une décennie, son identité avait été entrelacée avec la sienne. Elle était la femme de Greg. Maintenant, dans le silence creux, elle fut forcée de se poser une question qu'elle avait longtemps ignorée. Qui était Catherine Vance? Son amie Olivia était son roc, apparaissant avec des plats à emporter, du vent et un refus de laisser Catherine se morfondre. C'était un idiot, Kate, dit Olivia un soir alors qu'elles étaient assises sur le sol du salon caverneux. Il a vu un beau vase artisanal et s'est plaint qu'il n'était pas un mégaphone. Sa perte. Ce fut Olivia qui la repoussa vers son travail. Cette nomination au Pritzker n'était pas un coup de chance, insista-t-elle. Tu as un don, utilise-le, construis quelque chose pour toi-même, littéralement. L'idée prit racine. Pendant des années, elle avait sublimé ses propres ambitions pour soutenir celles de Greg. Ses projets étaient toujours plus grands, plus flashy, plus importants. Son intérêt pour les matériaux verts, les espaces communautaires et les logements abordables et beaux avait été une passion tranquille. Quelque chose qu'il avait toléré plutôt que célébré. Maintenant, rien ne la retenait. Elle convertit une aile de rechange du brownstone en studio de design, échangeant des meubles coûteux contre des tables à dessin et des murs en liège. Elle appela sa nouvelle entreprise Foundations Architecture, un nom qui était à la fois une déclaration professionnelle et un mantra personnel. Elle construirait des choses solides,
honnête et conçu pour durer. Son premier geste fut d'appeler son père, non pour de l'argent, mais pour des conseils. « Je lance ma propre entreprise », lui dit-elle, sa voix ferme et déterminée. Harrison Vance resta silencieux un instant à l'autre bout du fil. Quand il parla, il y avait une fierté profonde dans sa voix. « Bien, de quoi as-tu besoin? »« Rien, dit-elle rapidement. Je ne veux pas d'aumône, papa. J'ai besoin de faire ça moi-même, mais j'aimerais soumettre une proposition pour l'ancien projet de réaménagement des Docklands, celui que le conseil municipal essaie de lancer depuis des années. C'était un projet notoirement difficile, embourbé dans la bureaucratie et l'opposition communautaire. La plupart des grandes entreprises ne le toucheraient pas. C'était exactement le genre de défi que Catherine recherchait. « Je m'assurerai que votre proposition soit vue par les bonnes personnes, » dit Harrison. « Le reste dépend de vous. » Elle mit tout dans la proposition. Elle ne concevait pas seulement des bâtiments. Elle concevait une communauté. Elle y intégrait des jardins publics, une coopérative d'artistes subventionnés, des méthodes de construction à faible impact et une belle bibliothèque moderne financée par une subvention qu'elle avait recherchée et demandée elle-même. Elle passa des semaines à rencontrer les leaders communautaires, à écouter leurs préoccupations et à intégrer leurs commentaires dans ses conceptions. Elle n'était pas seulement une architecte imposant une vision, elle était une collaboratrice. Lorsqu'elle présenta son plan au conseil municipal, elle n'était plus la femme tranquille et discrète qui était restée dans l'ombre de son mari. Elle était passionnée, éloquente et brillante. Elle parla de créer un héritage non pas de verre et d'acier, mais de communauté et d'appartenance. Elle remporta le contrat. Ce fut une victoire massive qu'elle avait entièrement méritée par ses propres mérites. La nouvelle fit des vagues dans le monde de l'architecture. Foundations Architecture, la nouvelle firme sur le marché, avait décroché le projet indécrochable. Le travail devint sa thérapie et son salut. Elle embaucha une petite équipe dévouée de jeunes architectes brillants qui partageaient sa vision. Son studio devint un centre vibrant de créativité et de collaboration, un contraste saisissant avec l'environnement toxique et égocentrique de Stanton Innovative Designs. Elle était dans son élément, faisant le travail pour lequel elle était née. Elle était heureuse. C'était un bonheur profond et résilient qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. C'était 3 mois après qu'elle ait vu Greg pour la dernière fois que leurs chemins se croisèrent une dernière fois. Elle était sur le site des Docklands, supervisant les travaux de terrassement initiaux quand elle le vit. Il travaillait au sein de l'équipe de démolition, un sous-traitant engagé par la principale entreprise de construction. Il était mince, tanné et presque méconnaissable avec un casque de sécurité et un gilet de sécurité sale. Les costumes Brioni et la montre Patek Philippe avaient disparu, remplacés par des jeans usés et des mains calleuses. Il la vit au même moment. Son visage rougit de honte et il se détourna rapidement, espérant qu'elle ne l'avait pas remarqué, mais elle l'avait fait. Catherine ressentit une piqûre, non pas de pitié, mais d'une étrange et lointaine fermeture. C'était la réalité de son empire. Sans la main invisible de son père, c'était là que son propre talent et son ambition l'avaient mené. Elle s'approcha, son propre casque de sécurité fermement en place. Le chef d'équipe la vit arriver et devint immédiatement déférent. « Mademoiselle Vance, tout est à votre satisfaction? »« Tout va bien, Bill, » dit-elle, ses yeux fixés sur le dos de Greg. « Je me demandais juste à propos de cet homme là-bas. Son travail est-il satisfaisant? » Bill plissa les yeux. « Stanton? Oui, il va bien, se plaint beaucoup, mais il arrive à l'heure. Un peu d'honneur de leçon pour un gars qui manie une masse, ce pédant. » Catherine hocha simplement la tête. Elle aurait pu le faire licencier. Un mot d'elle et il aurait été parti. La pensée vacilla et mourut. Ça ne servait à rien. La guerre était finie. Elle avait déjà gagné. Elle s'éloigna sans un mot de plus. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Son succès, son bonheur, sa nouvelle vie florissante. C'était la seule déclaration qui comptait. Elle était Catherine Vance, l'architecte, une bâtisseuse,
une créatrice. Elle était un phénix qui non seulement s'était élevé des cendres d'un mariage raté, mais avait utilisé ces mêmes cendres pour fertiliser le sol d'un nouveau départ brillant. Alors qu'elle contemplait le vaste chantier de construction à la fondation de la nouvelle communauté qu'elle créait, elle savait avec une certitude absolue que le meilleur était encore à venir. 2 ans plus tard, le gala annuel de bienfaisance de Vance Global Holdings battait son plein au Metropolitan Museum of Art. Le Grand Hall était rempli de l'élite de la ville, financiers, politiciens, artistes et philanthropes. Au centre de tout cela, debout à côté de son père, se trouvait Catherine Vance. Elle n'était plus seulement la fille de Harrison Vance. Elle était une célébrité à part entière. Foundations Architecture était la firme la plus discutée de la ville. Le projet Docklands, maintenant proche de l'achèvement, était salué comme un chef-d'œuvre de renouvellement urbain, un modèle pour les villes du monde entier. Il lui avait valu une foule de récompenses, et cette fois, personne n'osa appeler cela un coup de chance. Catherine était devenue une voix puissante dans son domaine, recherchée pour ses idées innovantes et son intégrité inébranlable. Elle se déplaçait dans la foule scintillante avec une grâce aisée et une confiance qui ne venait pas du privilège, mais de l'accomplissement. Elle n'était pas la femme timide qui s'était autrefois effacée des projecteurs. C'était une femme qui avait construit sa propre scène et qui la commandait maintenant confortablement. Son père l'observait, un rare sourire authentique sur son visage. Leur relation s'était transformée. Le milliardaire protecteur et distant était devenu un mentor et un confident. Il la voyait non pas comme une fille fraîche à la protéger, mais comme une brillante successeur, un autre genre de titan qui construisait avec compassion au lieu de la cruauté. Il avait démoli le monde de Greg pour la protéger. Mais elle avait construit son propre monde par sa propre force. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle parlait avec le maire d'une nouvelle initiative de logement social, Robert Abernathy l'approcha discrètement. « Catherine, dit-il avec un signe de tête respectueux, j'ai pensé que vous pourriez être intéressée de savoir. Gregory Stanton a été officiellement libéré de sa protection contre la faillite la semaine dernière. Toutes les dettes réglées, bien qu'il reste à toute fin utile démuni. Et que fait-il maintenant? Demanda-t-elle, sa curiosité, clinique plutôt qu'émotionnelle. Il travaille comme dessinateur pour une petite entreprise dans le New Jersey, rapporta Abernathy. Un travail de bas niveau, il conçoit des centres commerciaux et des parkings. Apparemment, son nom est si toxique dans la communauté architecturale de New York que c'est le seul travail qu'il ait pu trouver. Catherine l'imagina un instant. Greg, l'homme qui rêvait de gratte-ciel étincelant, maintenant courbé sur un bureau, dessinant les dimensions de place de parking. Il y avait une certaine justice cosmique à cela. Lui qui avait méprisé son petit hobby était maintenant engagé dans le travail le plus dépourvu d'âme et anonyme que leur domaine avait à offrir. « Et Miss Thorne ?» se surprit-elle à demander. « Elle a duré 6 mois chez l'entreprise concurrente avant d'être licenciée pour problème de performance, » dit Abernathy avec un soupçon de satisfaction. « La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était agente immobilier dans le Westchester, un marché très compétitif. Ils étaient des notes de bas de page dans un livre qu'elle avait depuis longtemps fini de lire. Leur destin n'était plus sa préoccupation. Son regard dériva à travers le hall, atterrissant sur l'ingénieur en chef de son projet Dockland, un homme gentil et intelligent nommé David Chen, le même directeur financier qui avait travaillé pour Greg. Elle l'avait embauché après l'effondrement de Stanton Innovative Designs. Voyant son talent et son intégrité, ils avaient noué des liens au cours de longues nuits de travail sur le projet, et une romance douce et respectueuse avait commencé à fleurir. Il croisa son regard et sourit d'un sourire chaleureux et authentique qui ne contenait aucune arrière-pensée, seulement de l'affection. Elle lui rendit son sourire, un sentiment de paix profonde s'installant en elle. Sa vie était pleine non seulement de succès, mais de but, de respect et de la promesse d'un amour bâti sur une véritable fondation de partenariat.
Elle avait survécu à la trahison et au chagrin. Elle était sortie de l'épave, non seulement intacte, mais plus forte, plus fidèle à elle-même que jamais. Gregory Stanton avait essayé de démolir sa vie, mais il n'avait pas compris un principe fondamental de l'architecture, un principe qu'elle incarnait même maintenant. On ne peut pas détruire une structure en attaquant sa façade. La vraie force, la force durable, vient de l'intégrité de la fondation. Et sa fondation, bâtie sur le respect de soi, la passion et l'amour inébranlable de sa famille, était et serait toujours incassable. Elle n'avait pas seulement reconstruit sa vie, elle avait créé un chef-d'œuvre étonnant et durable. L'histoire de Catherine est un rappel puissant que les personnes les plus discrètes ont souvent les alliés les plus puissants et que la vraie richesse n'est pas dans un compte bancaire, mais dans le respect de soi et l'intégrité. Gregory Stanton a appris cette leçon à la dure, perdant tout parce qu'il a sous-estimé la femme qu'il a trahie. Il la voyait comme un accessoire de son succès, oubliant qu'elle était la fille de l'homme qui avait silencieusement orchestré ce succès depuis le début. Descendre d'une trahison dévastatrice, Catherine n'a pas seulement obtenu vengeance. Elle a redécouvert son but et a bâti un empire à elle, à ses propres conditions. Qu'avez-vous pensé de la vengeance épique et silencieuse de Harrison Vance? Était-elle, elle, justifiée ou est-elle allée trop loin? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de justice et d'autonomisation vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir et de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits inoubliables de karma et de conséquences. Votre soutien nous aide à donner vie à ces